Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast. Ravi de vous avoir avec nous et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors, l'objectif de ce podcast, vous le connaissez, vous avez peut-être lu en descriptif ce qu'on propose. On veut faire vibrer les communications internes des entreprises et on propose des échanges, des éclairages autour de ces sujets. Une communication d'entreprise qui bouge, qui a beaucoup bougé ces derniers mois, qui devient stratégique, qui devient importante pour tout le monde. Et donc voilà, on met en libre accès un certain nombre de réflexions, de mise en lumière, d'axes qui vous permettront de penser à votre pratique, de réfléchir un peu plus longuement et d'avoir peut-être des nouvelles qulés. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous aider, il y a un petit truc à faire, c'est liker la collection de podcasts, mettre le petit cœur, quelle que soit la collection de podcasts sur lesquels vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous aide à remonter dans les algorithmes des différents moteurs de recherche et on pourra de ce fait porter haut et fort la vibration qu'on essaie de faire passer à travers ce micro. Allez, c'est parti. Vibration, le podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Monette. Comment ça va, Sandrine ? Bonjour David, très bien, merci, et toi ? Écoute, ça va très bien. Sandrine, je vais te présenter en quelques mots. Alors moi, je suis ravi de t'avoir à ce micro parce que on a plusieurs années d'expérience à tous les deux en termes de podcast parce que tu as une agence de production de podcasts en Belgique. Tout à fait. Et donc du coup, moi j'ai une agence de production de podcasts en France et on fait un petit tour d'Europe entre nous, de nos pratiques, de nos visions. Ça fait combien de temps que tu as créé ton agence, Sandrine ? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Oui. Et tu as une expérience radio à la RTBF. Oui, déjà depuis plus de 2 ans. Et puis j'ai une expérience en entreprise qui, elle, a 20 ans. Donc, ouais, justement, on va en parler de la communication en entreprise. Et Sandrine, moi, ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est qu'on discute autour de nos pratiques respectives avec pour objectif de donner à nos auditeurs un certain nombre de clés pour comprendre l'intérêt des podcasts, peut-être le faire par eux-mêmes, comprendre dans quel piège on peut tomber, quelles sont les bonnes pratiques. Et je suis sûr qu'à nous deux, avec nos expériences respectives, nous deux, on a plus de 20 ans d'expérience en podcast, donc c'est-à-dire que on connaît un peu le sujet, radio ou podcast. D'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure des différences qu'on peut avoir entre la radio et le podcast, parce que tu es à la RTBF, donc une radio majeure en Belgique. Oui, tout à fait, avec une ligne éditoriale bien fixe. Fixe. C'est moins libre qu'un podcast natif. Et là, on est complètement libre et donc on va en profiter. Ton parcours, donc j'ai commencé à adresser les grandes lignes de ton parcours. Donc la RTBF, c'est arrivé comment ? Qu'on comprenne un petit peu comment tu arrives à la radio RTBF. Parce que j'ai pris un café. Tout commence avec un café. Comme nous, voilà, on enregistre avec un café, tu vois. Tout à fait. Donc en fait, je déjeunais avec un ami de la RTBF. Est arrivé un de ses collègues qui m'a dit, voilà, je crée une émission régionale dans la région dans laquelle je suis. Et il me manque cet aspect PME, petite entreprise, business. Et du coup, il m'a introduit. Et il me demande, de quel sujet on pourrait parler pour que ce soit intéressant pour les gens. Et en 30 secondes, je pense que je lui en ai listé 15. Il m'a dit, c'est très bien, on fait un essai la semaine prochaine. Donc, tu avais déjà cette appétence pour l'angle, pour les sujets et la connaissance de l'entreprise. Oui, parce que c'est mon bébé, c'est de là d'où je viens. Ouais. Oui, tout à fait. Pareil pour moi, en fait. Moi, j'ai fait 12 ans de conseil. Alors moi, le podcast, c'est pas parti d'un café, mais pas loin. Moi, c'est un copain qui me dit un jour, j'étais étudiant, et il me dit, écoute, il y a un créneau sur une radio entre minuit et 2h le dimanche soir. Donc, j'avais 18 ans. Il me fait, ça te chauffe ? Je dis, ouais. Et tout a commencé comme ça. L'amour pour la radio et a commencé comme ça sur un échange. Et à un moment donné, j'imagine que toi comme moi, on a sauté le pas, on s'est pas posé de questions. T'as eu un peu peur quand même au début peut-être ? Moi j'ai flippé quand même. Au début c'était très dur et puis j'étais pas du tout naturelle non plus. Ouais. Mais ça s'apprend et voilà, je suis très contente. C'est une belle école. C'est une belle école. Oui, c'est une formidable école. Ah oui. Ouais, c'est une école de prise de parole, c'est une école de synthèse, c'est une école où on doit structurer notre propos, réfléchir à comment on va amener un sujet. Et en fait, moi, le fait, je sais pas toi, mais le fait de faire ces émissions tout au long de ma vie depuis que je suis étudiant m'a aidé dans ma sphère professionnelle. J'étais consultant dans les ressources humaines pendant 12 ans et ça m'a aidé énormément à structurer mon propos. En fait, on pense toujours au podcast en tant que tel et la peur du micro.
Ouais. Et en fait, ça s'évapore parce qu'on pense tellement au contenu et au message qu'on veut faire passer que finalement, le micro n'est qu'un média, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est la structuration du message. C'est comment pouvoir synthétiser, vulgariser en 3-4 minutes parce qu'à la radio, on n'a pas beaucoup de temps. Et ça, c'est une vraie école de gestion du contenu. Ouais. On va en reparler du coup du contenu, mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur quand même comprendre comment le marché se porte en Belgique autour du podcast. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoutes de podcasts en France? On peut en parler. Ça a explosé, notamment avec le Covid. On s'attendait pas, honnêtement. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne s'attendaient pas à ce que ça explose autant parce que le podcast, c'est quelque chose qui s'écoute beaucoup dans les transports, dans les moments où on fait autre chose. Et là, il y a plus de transport, mais néanmoins, ça a explosé. En fait, le marché belge, je dirais, a 2 ans de retard par rapport à la France. Ouais. Et on a encore la particularité d'avoir une partie néerlandophone et une partie francophone. Donc, il faut doubler à chaque fois les podcasts dans 2 langues. Oui, ça c'est vrai. Ça fait partie de mon offre. C'est d'office, on propose en français et en néerlandais. Et alors, la partie francophone de la Belgique écoute énormément de podcasts français. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore des têtes d'affiche qui ont émergé en Belgique. On commence à en avoir, surtout dans les domaines culturels. Mais dans les domaines plus business, là, on n'a pas du tout encore de stars du podcast comme on pourrait en avoir. C'est peut-être ici. toi bientôt. Ah, j'espère. En tout cas, ton agence s'appelle happymood.be parce que c'est en Belgique. Parce que, attention, parce qu'il y a des Happy Mood en France, etc. Donc, faites bien attention. Si vous êtes en Belgique, si vous êtes un auditeur ou une auditrice belge, vous allez sur happymood.be. On se trompe pas. Et voilà, et vous tombez sur Sandrine. Donc, tu dis que ça a 2 ans de retard. Nous, aujourd'hui, oui, pardon, tu veux? Oui, ça veut dire aussi que et qu'il y a une différence entre les néerlandophones et les francophones. Donc les francophones sont plus en avance que les néerlandophones parce qu'ils se tournent vers la France, parce qu'ils écoutent les grosses têtes en replay et le replay radio a fait en sorte d'amener beaucoup de gens au podcast. Oui. Et le confinement, comme tu le dis, on a cru aussi que puisqu'on n'allait plus au travail, mais malgré tout, les gens ont besoin d'avoir leur moment à eux. Et les podcasts ont aussi explosé. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la période estivale est un moment génial pour les podcasts parce que c'est un moment où effectivement il y a du transport, où on est sur la plage, sur la piscine ou à la montagne, tranquille, et on peut écouter des podcasts. Donc c'est un moment d'écoute assez forte des podcasts. Donc je le dis à toutes celles et ceux qui sont en com interne dans les entreprises et qui se disent finalement, c'est un moment creux de la com interne l'été, on est tous en vacances. Eh ben non, en fait, c'est aussi un moment où on peut partager de l'info. Et le podcast, pour le coup, c'est le moyen magique pour partager du contenu interne dans les oreilles de celles et ceux qui... Alors ok, ils sont en vacances, ils veulent pas parler d'entreprise, mais quand même, ils sont quand même intéressés pour savoir ce qui se passe. Et si les podcasts sont suffisamment courts, ça peut passer. Oui, et c'est surtout si c'est du contenu un peu plus profond. Ouais. Un peu plus de réflexion parce que comme on est en vacances, l'esprit se libère et on n'est plus chargé. On a 3 réunions par là, 2 calls par là, et donc en vacances on peut aborder des sujets beaucoup plus profonds et pointus. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la communication chaude sur ce qui se passe en entreprise, sur la prise de parole des dirigeants, là c'est peut-être le moment de faire d'un petit pas en arrière. On prend un peu de recul et puis on s'intéresse sur le management, sur des personnes inspirantes, des réflexions, je sais pas, la gestion des émotions, tout ça, des trucs qui sont géniaux à évoquer en podcast. Oui, tout à fait. Donc tout ce qui mène à une réflexion à plus long terme. Ok. On va parler justement des contenus avec la première partie de l'émission. On va parler d'édito. On va parler d'éditorial. On s'adresse dans ce podcast à des personnes qui travaillent dans le domaine de la communication interne. Alors, je sais pas toi, mais moi, souvent, on me dit, mais on n'a rien à se dire dans un podcast de com interne. Qu'est-ce qu'il y a dans une entreprise qui peut justifier qu'on puisse faire une série de podcasts tout au long de l'année? Et moi, j'arrête pas de leur dire, mais vous vous rendez pas compte de tous les sujets que vous avez à évoquer? Est-ce que toi aussi, c'est des craintes en Belgique? On se dit, mais j'ai pas de matière. En fait, en Belgique, le premier réflexe, c'est la vidéo. Ouais, en France aussi encore quand même. Oui, voilà, c'est le premier réflexe, c'est la vidéo. Et le deuxième réflexe, c'est la vidéo avec le dirigeant. Ouais. Or, maintenant, les départements de communication interne se rendent compte que pour pouvoir toucher les gens de terrain, et donc moi, j'ai commencé dans l'industrie avec des techniciens de production, des techniciens de maintenance. Les frontline workers, comme on les appelle. Tout à fait. Et ils remarquent au fur et à mesure que les messages vidéo des dirigeants, c'est bien 5 minutes,
mais ça n'aide pas à transformer l'entreprise. Et encore 5 minutes, t'es gentil, hein, parce que franchement, une vidéo qui excède 2 minutes 30, moi, en fait, le premier réflexe que, je sais pas toi, mais le premier réflexe que je fais quand je regarde une vidéo, c'est la timeline. Paf, combien de temps ça dure? Oui, tout à fait. Voilà. Pour le podcast, j'ai aussi ce réflexe, mais on va dire, j'accepte plus long, en fait, pour un podcast. Mais bon. Oui, et puis, il faut pas oublier qu'en télétravail, ce qui se passe, c'est qu'on lance la vidéo et on fait quelque chose d'autre sur l'écran. Oui. Et donc, finalement, faire ça ou écouter un podcast revient au même. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le podcast casse le rapport à l'écran. Oui. Que la vidéo, bon, faut regarder, etc. Et donc, le premier réflexe des communicants internes, c'est la vidéo avec le dirigeant. Maintenant, ils se rendent compte que ce n'est plus ça qui va avoir de l'impact au niveau du terrain. Ce qui a de l'impact au niveau du terrain, c'est ce que le manager dit. Ouais. Aussi. Et donc, il y a une nouvelle manière d'aborder la communication interne, c'est de pouvoir aider ces managers qui sont coincés entre le marteau et l'enclume, parce qu'ils ont les dirigeants d'un côté dont le message n'est pas toujours très clair, et ils ont une demande de leurs équipes de terrain en disant « Oui, mais c'est quoi la transformation? Pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision ?» Et ils sont coincés entre les deux. Et là, par exemple, le podcast peut aider le manager à lui-même avoir son discours. Ouais. Et donc ça, c'est une utilisation nouvelle, par exemple, du podcast, c'est qu'il n'est pas destiné à tout le monde, forcément. À tout le monde, mais à former ces managers de première ligne. Ouais, alors c'est assez intéressant parce que une des conclusions, une des observations que j'ai pu voir pendant cette période Covid, c'est qu'il y avait beaucoup de communication qui émanait de la direction à tout le monde. Exact. Et ça avait une tendance à aplatir complètement la hiérarchie, à squeezer un certain nombre de managers qui découvraient des choses en même temps de leurs équipes. Alors autant vous dire, alors toi tu es aussi consultante en management, donc donc avec toi on a toutes les casquettes. C'est terrible pour un manager. Moi je l'ai été aussi dans une précédente vie, de découvrir quelque chose en même temps que les personnes qu'on encadre, c'est terrible en fait. Oui, parce que tu te sens déresponsabilisé. Ouais. Et d'un autre côté, on te dit que tu es responsable de ton équipe, mais c'est les autres qui communiquent à ta place. Ouais. Et donc ça c'est vraiment dual. Et les managers sont ceux qui ont aussi beaucoup souffert pendant le confinement, parce qu'il fallait qu'ils rassurent leurs équipes et eux-mêmes n'étaient pas rassurés. Ouais. Donc, je dirais que c'est une cible à chouchouter. Et alors, je reviens sur ton idée du même message à tout le monde. Aujourd'hui, on est content quand on va sur des grands sites d'avoir une personnalisation, d'avoir les derniers achats que tu Netflix, as fait j'ai les séries que j'ai regardées. Les séries que j'aime et tout. Et dans la communication interne, il faudrait envoyer le même message à tout le monde. Ah non. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Hein. Et alors, envoyer différents messages par email, par newsletter, ça ne fonctionne plus. Avoir une vidéo spécifique pour certaines équipes, budgétairement, c'est juste pas tenable pour les entreprises. Et alors, à ce moment-là, pour avoir une sorte de personnalisation sur mesure, le podcast devient intéressant. C'est-à-dire que toi, c'est intéressant parce que je vois aussi en France beaucoup de podcasts qui sont destinés à des cibles, des podcasts pour managers, donc mais pour managers, mais aussi des podcasts qui sont adressés que pour le service commercial, exactement, ou que pour les fonctions transverses. Ça arrive de plus en plus en France, et donc j'entends qu'aussi qu'en Belgique, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, cette pratique de diffusion du podcast qui est un peu ciblée, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est celle qu'il faut vraiment préconiser. Donc, la différence avec le marché belge, c'est que j'éduque encore beaucoup, et on est plusieurs à le faire, j'éduque encore beaucoup le marché pour qu'ils arrivent à l'idée du podcast. Et quand on leur dit qu'il y a moyen de faire du sur-mesure, qu'il y a moyen de cibler, là, ça déclenche pas mal d'idées. Et alors, c'est intéressant que tu prends l'équipe des commerciaux parce que, par exemple, c'est une équipe qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Oui. Parce qu'un commercial, ça vend. Et donc, le podcast est un moyen authentique aussi. Et qui est beaucoup sur la route aussi, hein. Les commerciaux qui sont sur les routes, qui vont à droite, à gauche, dans les provinces, dans les régions, c'est sûr que pour eux, c'est particulièrement adapté. Il y a beaucoup de moments d'attente quand t'es commercial aussi. Et donc, le podcast, d'écouter quelque chose pendant des temps libres, c'est intéressant. Et d'être authentique, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est une belle cible, en tout cas, pour les podcasts. C'est une belle cible. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Donc, j'aimerais juste donner cette première clé à nos auditeurs. Lorsque vous faites une collection de podcasts pour vos collaborateurs en communication interne, ne tombez pas dans un premier piège qui serait d'annoncer quelque chose à tout le monde via, que ce soit en vidéo ou en podcast, c'est une erreur. Faire progressivement, informer d'abord un certain nombre d'acteurs, des managers entre autres, avant de diffuser la bonne parole pour que tout le monde soit au courant dans le bon timing et avec la bonne redescente d'informations comme il faut bien. Oui, et ça veut dire aussi que la communication interne, elle doit vraiment évoluer vers un ciblage à la marketing.
fait. C'est-à-dire avoir vraiment des cibles, telle équipe par rapport à telle problématique. Ouais. Et on le voit dans les transformations, parce que les transformations impactent toutes les équipes de manière différente. Et la communication interne a tendance encore à rester très générale et très dans le discours du dirigeant. Or, elle doit pouvoir aller dans des départements opérationnels, avoir des relais sur place qui disent oui, mais ok, mais cette transformation pour mon équipe, ça veut dire ça. Ouais. Et exploiter ces différents messages sur mesure. Alors justement, là, on est dans le cœur de l'édito. Oui. Éditorialement, un podcast peut servir du coup, évidemment, à porter la parole du dirigeant, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en podcast. Moi, je peux donner quelques exemples de choses que j'ai fait et tu vas pouvoir me donner au plus des exemples. J'ai eu une collection magique pour un cabinet de conseil où on a raconté les belles histoires de l'entreprise, mais avec un comédien, une comédienne, des immersions sonores. Et du coup, à la place de raconter en interview des succès, on les racontait comme un récit. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez original en entreprise d'en faire une histoire. Ça, c'est un premier angle qui permet de partager des belles histoires, des enseignements sur des beaux moments d'entreprise. Oui, et alors pour raconter aussi l'entreprise, ça ne démarre pas que à la com interne. Donc si je poursuis, moi j'ai été contactée par une agence de headhunter, donc de chasseurs de tête, qui voulait utiliser le podcast pour pouvoir déjà donner un aperçu de l'entreprise. Donc, elle joint le podcast à l'annonce de recrutement et on entend dessus la voix du manager qui explique pourquoi il travaille pour cette entreprise et qui raconte son histoire personnelle en quelques minutes et qui donne envie à celui qui postule de dire « Tiens, lui, j'ai envie de travailler pour lui, le poste m'intéresse, je vais postuler. » Et en fait, le résultat, et ça a été démontré notamment au Canada, il y a une ville qui l'a fait pour l'engagement de tout ce qui est transport en commun, chauffeurs et autres. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient moins de candidatures parce qu'ils avaient joint le podcast. Donc au début, ils étaient un peu surpris. Ils se sont dit, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et en fait, ça fonctionnait très bien parce que ceux qui postulaient étaient vraiment l'objectif. C'était plus ciblé. Voilà, exactement. Okay. Donc ils avaient des CV de qualité parce qu'ils avaient déjà filtré en amont et parce que la personne qui écoutait ça comprenait l'ambiance interne de l'entreprise avant même de postuler. Ouais. C'est intéressant parce que je trouve, moi, personnellement, que le podcast n'est pas assez utilisé en France, en tout cas, dans le cadre du recrutement. Alors, pas du tout assez. Et moi, je ne cesse de leur dire, mais incarnez vos postes par une description. Moi, ça m'embête de lire un poste qui fait 1000 pages. Si on enregistre fiche de poste avec le manager qui encadrera la personne, qui explique ce qu'il attend de la personne avec ses mots à lui, sa dynamique, ça n'a rien à voir. Et là, alors, c'est intéressant que la com interne aide les recruteurs parce que les recruteurs n'ont pas toujours ce réflexe de communication. Et puis, un manager va être pas toujours à l'aise devant une caméra, tandis que dans le micro, c'est comme on fait aujourd'hui dans ton studio, on est avec notre tasse de café et ça devient une conversation agréable. Et le manager, après, n'en est que plus authentique. Ouais. Oui, il faut effectivement que la com interne puisse aider la RH, mais alors en tout cas en France, moi je constate que c'est pas toujours simple de faire des ponts entre le service communication et le service RH, et la fonction de communication interne est pas toujours au même endroit selon les entreprises. Il y en a parfois qui sont au sein de la RH, parfois la fonction de communication interne est au niveau de la communication, et parfois c'est au niveau directement de la direction. Et donc voilà, il n'y a pas encore, je trouve moi, une maturité. Je traiterai peut-être ce sujet dans un autre podcast parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir quelle est la bonne place de la com interne dans une entreprise. Il n'y a pas forcément qu'une réponse, mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que il n'y a pas forcément une unanimité vis-à-vis de la position de la com interne dans une entreprise, dans une grande entreprise en tout cas. Ce qui pourrait changer, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup en entreprise de remettre le client au centre de ses préoccupations et que tout est fait par rapport au client. En fait, l'idée avec la com interne, c'est de faire la même chose au niveau des employés. Et donc, finalement, ça devient naturel que la com et les RH se parlent parce que c'est tout au bénéfice de l'employé ou du futur employé. Les clients internes, comme on les appelle. Exactement. Ouais. Et donc, encore une fois, on arrive à une sorte de marketisation interne, mais qui aide en fait l'employé et le futur employé. Ouais, c'est intéressant que tu évoques plusieurs fois le terme de marketing interne. Oui. C'est un sujet qui, en France, est encore assez peu
courant. Il y a quelques acteurs, Thomas Chardin en l'occurrence, que je salue, qui traitent de ces sujets de marque employeur, de marketing interne, mais c'est, je trouve, assez peu employé encore. Donc c'est intéressant que tu poses le sujet comme ça dans ce podcast, d'une réflexion marketing interne. Voilà. Et maintenant, c'est du marketing aussi avec du contenu qui suit. Ouais. Parce que le podcast est très exigeant. D'ailleurs, on dit toujours, si vous n'avez rien à dire, faites une belle vidéo corporate. Ouais, non. Parce qu'on aura l'image en plus. Ouais. Bon, maintenant, le niveau d'exigence au niveau du podcast est beaucoup plus élevé. Et c'est vrai qu'il y a une préparation au niveau du contenu. Et ça, c'est un des freins quand je rentre en entreprise et que je leur parle de podcast. Ils s'imaginent toujours qu'on va s'asseoir et qu'on va parler en interview face à un micro. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment une recherche de contenu pour que le message soit le plus pertinent possible. Ouais, et alors on a évoqué un exemple de récit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres types d'angles, d'éditorial que t'aimes apporter, toi, aux clients que t'accompagnes? Oui, alors il y a deux choses. Je raconte juste une anecdote. Vas-y. J'ai dit non à un client. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire des podcasts, parce que son concurrent faisait des podcasts. Ah, la mauvaise raison. Pas, voilà. Et qu'il n'avait pas grand chose à dire. Et donc finalement, j'essayais de leur dire, mais écoutez, oui, on peut le faire, on peut tout faire techniquement, mais vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de dire non à un client. Non. Mais on a envie aussi que le podcast ait de la valeur pour l'entreprise. Et c'est aussi une question de pouvoir... Mais c'est étonnant parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a toujours un truc à dire, en fait. J'ai le sentiment qu'on peut toujours créer une histoire autour. Enfin, ça peut être l'histoire du dirigeant, ça peut être les portraits des uns et des autres, et que finalement, on arrive toujours... c'est parfois un challenge hyper intéressant de dire, bon, c'est quoi l'histoire qu'on va raconter? Oui, et alors il faut davantage creuser. Ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'un podcast, c'est facile à enregistrer, mais que ça prend plus de temps au départ de créer le contenu éditorial. Et le client pour lequel il voulait aller très vite pour vraiment arriver à la concurrence. Et là, je me suis dit, mais vous n'êtes pas dans des conditions pour réussir. Non, il faut creuser. Et je préfère dire non à ce moment-là. Ouais, je crois que tu as bien fait. Oui. S'il n'y avait pas le temps en plus pour creuser, pour raconter l'histoire, et qu'il fallait tout de suite enregistrer, ça aurait été plat. Et d'ailleurs, à celles et ceux qui nous écoutent, ayez des choses à dire. Ne nous demandez pas de faire des podcasts pour après-demain, parce que on a besoin de comprendre votre contexte. On a besoin de découvrir les histoires de celles et ceux qui font votre entreprise. J'ai un autre exemple. Vas-y. On pense toujours que quand tu veux raconter des histoires d'entreprise ou en tout cas pour parler des gens de l'entreprise, il faut des grandes entreprises. Ouais. Alors, maintenant, moi, j'accompagne un fonds d'investissement. Ils sont 20. Ouais. 20, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais en fait, ils travaillent tous sur leur propre dossier d'investissement. Donc, ils ne se parlent pas assez entre eux et finalement, ils ne connaissent pas les spécificités des uns des autres. Donc, on a fait un podcast. Pour une équipe de 20 personnes, c'est petit. Et en fait, ça permettait de découvrir les histoires des uns et des autres, de pourquoi ils travaillaient dans l'entreprise. Et finalement, les résultats ont dit « Ah, mais je savais pas finalement que tu faisais ça, ça et crée ça, de la mais transversalité. C'est intéressant. » Voilà, exactement. Et donc, il faut pas être forcément une grande entreprise que pour pouvoir le faire. Moi, j'aime bien, tu parles de salariés. Moi, j'aime bien, je sais pas si tu le fais, inclure des collaborateurs en co-animation. Là, je suis en train de faire une collection de podcasts pour une grande entreprise dans le domaine de l'aéronautique et on doit faire découvrir toutes les recherches que font l'équipe R&D à l'ensemble de l'entreprise. Et donc, du coup, ce que j'ai proposé, ce que j'ai conseillé, c'est de faire venir des opérateurs sur les chaînes de prod, des personnes des fonctions support pour co-animer avec moi. Et je me rends compte à quel point ça joue un rôle majeur. Alors ça, c'est pas la première fois que je le faisais parce que c'est une pratique que j'adore faire parce que je trouve que c'est de la transmission, c'est un moment qui sort de l'ordinaire, extraordinaire au sens où ça change de l'ordinaire. Et le podcast qu'on est en train de monter est juste génial parce que il y a un vrai échange, ils sont mis en lumière et ça joue vraiment un rôle de transversalité comme tu le dis en fait. Tu te proposes aussi ça? Oui. En fait, on part parfois on fait beaucoup de podcasts narratifs. Donc, sur le marché du podcast, 95% ce sont des interviews. Et nous, on arrive dans une transformation comme il faut expliquer davantage avec une voix neutre. Ben voilà, on utilise le narratif et on fait des inserts d'employés ou de managers. Ouais. Et alors, c'est très comique parce que je le fais aussi, mais les gens ne sont pas toujours à l'aise. Et alors, à ce moment-là, je commence à enregistrer et je leur dis, vous inquiétez pas, c'est juste une petite conversation au début et quand j'enregistrerai, ben je vous le dirai. Ouais. Et on commence à parler et alors là, ils sont super relax. Ouais. Ils font toute l'interview et puis je dis, bon, il faudrait peut-être juste dire votre nom et enfin vraiment achever. Et en fait, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient vraiment dans le micro. Ouais. Et en fait, ils sont d'un naturel, c'est exceptionnel. Oui, bah c'est vrai que
une des clés pour que ça marche, c'est de les mettre à l'aise. Oui. Mais pour ça, le micro est beaucoup plus aisant qu'une caméra qui est pour le coup assez malaisante. Une caméra, ça va scruter, ta cravate, si c'est un homme qui est filmé, est-ce qu'elle est droite ou pas, la mèche, etc. Et donc du coup, ça rajoute un stress énorme, moi je trouve, lorsqu'on est filmé. Et généralement, on n'est pas très bon devant une caméra. Il y a les bons clients devant une caméra lorsqu'on est en com interne, ils sont assez peu nombreux, ils sont assez rares. Alors que finalement, avec le micro, effectivement, comme tu le dis, lorsqu'on est dans une conversation, du coup, on arrive à obtenir des choses qui sont géniales. Oui, et qui sont naturelles et qui sont aussi en dehors de tout langage corporate. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est ça qui touche tout le monde. Ouais. En édito, donc, on peut faire des récits, effectivement, on peut faire des interviews, des portraits de collaborateurs ou de collaboratrices. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est du 2e degré. Ouais. Donc, c'est très belge. Mais c'est vrai que... Mais on aime. Bon, je vais pas charrier les Belges. Ça se fait pas. On va dire encore les Français, ils se la racontent, etc. Mais non. J'ai un grand respect pour la Belgique. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que ce podcast va être enregistré parce qu'il est pas en direct, mais on vous a forcément battu au foot. Mais bref. On verra. Parenthèse fermée. Non, c'est vrai qu'on arrive à faire du 2e degré parce qu'on ne se prend pas au sérieux. Ouais. Donc, si on imagine reproduire du contenu officiel, c'est pas du tout le cas. On va au contraire le détourner et en vraiment plagier et faire des sortes de petites scénettes. Vous faites de second degré et l'humour est manié dans le podcast. Voilà, exactement. Et même pour des domaines où on pense que c'est quand même assez sérieux, assez strict, ils acceptent parce que c'est un moment de plaisir. Ouais. Il faut se faire plaisir. Écoute, je vous renvoie les auditeurs sur un podcast de Vibration qui traite de l'humour. Voilà, on traite aussi de ce sujet-là. Donc c'est un des podcasts de la collection. On traite de l'humour dans la com interne. Et donc du coup, tu fais un très bon raccourci avec l'humour qu'on peut introduire. Alors là, ça marche en Belgique. Peut-être c'est lié à votre culture. Je suis convaincu qu'on peut aussi le manier en France parce que on est un peu drôle quand même. Hein. Oui, puis vous avez Charline Vanhoenacker. C'est vrai qu'on a beaucoup d'humoristes belges en France, effectivement, mais on en a aussi des pas mauvais en français. Hein, quand même. Non, tout à fait. Mais ici, on prolonge en fait l'aspect convivial. Ouais. Et donc là, pour le coup, c'était une sorte de scène dans un café. Ouais. Et donc on parle sérieusement, mais on entend que c'est On entend le café comme là, on est en café, il y a des bruits autour, voilà, etc. On est dans le concret, quoi. Mais en fait, le podcast permet énormément de partager une culture d'entreprise. Là, tu parles de convivialité parce que peut-être que dans cette entreprise, c'était la convivialité, on va dire l'ADN de cette culture d'entreprise. Il y a d'autres entreprises dans lesquelles, ça peut être le dynamisme, ça peut être le sérieux aussi, la performance, la compétence, la transparence. Et je trouve qu'avec le podcast, on peut atteindre un certain nombre d'objectifs de prolongation d'une culture avec une immersion sonore. Moi, j'aime beaucoup travailler la musique qui, pour moi, est un pan absolu de cette culture d'entreprise qu'on arrive à traduire en musique. Ici, on a raconté l'histoire d'une compagnie aérienne qui était au bord de la faillite et qui s'est relevée. Ouais. Et donc, à un moment donné, la personne parle de l'avion et en fait, on entend après un petit peu les bruits d'avion. Et donc, ça permet d'avoir à la fois soit le visuel par le bruit ou parce que tu utilises un langage visuel. Ici, nous, on avait utilisé le décollage de l'avion et on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas entendu le bruit de l'avion. D'accord. Mais c'était tellement dans leur imaginaire parce qu'on racontait l'histoire qu'en fait le son devenait cohérent par rapport au contenu. Ouais, ça faisait naturel et donc du coup ça rentrait presque dans le subconscient. Mais c'est ça que ça fait. Moi je trouve que lorsqu'on écoute un podcast, et moi j'aime beaucoup dans des podcasts faire des allusions visuelles ou olfactives. Là par exemple, je parlais du café qu'on était en train de prendre tout à l'heure. Je parlais des bruits, on est autour, on est dans une salle, dans un studio avec, il y a de la vie, il y a des odeurs de café, etc. Et du coup, lorsque je vous dis ça, votre cerveau, vous qui nous écoutez, imagine ces odeurs, imagine peut-être comment on est habillé, comment on se tient tous les deux, lorsqu'on sourit, comme je le fais maintenant, vous voyez mon sourire, vous l'imaginez. Et donc, du coup, peut-être que c'est le cas ou non, vous allez me dire peut-être dans les commentaires du podcast, mais ça c'est quelque chose de l'ordre du fantasme, en fait. Alors, on est dans du fantasme complètement platonique, mais en tout cas, on imagine quelque chose qu'on nous sert pas en vidéo, qu'on nous sert pas forcément sur un plateau. Non, on doit aller faire un effort pour découvrir, pour imaginer. Et moi, je trouve que c'est génial dans le podcast, ça.
Donc, si je reviens sur l'exemple de l'avion qui décolle, en fait, on a mis le son au moment où le dirigeant expliquait qu'ils avaient repris en fait l'affaire. Donc, le chiffre d'affaires augmentait et c'est à ce moment-là qu'on a mis l'avion qui décolle. D'accord. Et donc, il y a toute une image subliminelle entre l'avion qui décolle et la société qui se porte mieux. Ouais. Et donc, du coup, ça a pas été dit comme ça de manière trop plate et quelque part un peu trop premier degré. Ça a été savamment inclus dans le podcast et il y a des choses qu'on peut faire comprendre sans le dire forcément avec des mots. Oui, c'est ça. Et donc, on utilise cet aspect sonore qui accompagne le contenu et qui est en totale cohérence. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas en com interne, la cohérence, je trouve. C'est-à-dire qu'on nous parle de bien-être au travail, mais on est noyé d'emails et de vidéos. Et les emails et la vidéo, ça vous cale sur la chaise. C'est vrai. Alors que le podcast, si on veut être cohérent avec le bien-être, on va dire, écoutez, allez marcher 10 minutes, écoutez notre podcast, vous aurez la newsletter, vous aurez les dernières nouvelles que vous recevez par mail, mais là, ce sera dans vos oreilles, mais allez marcher 10 minutes dehors. Et là, on devient cohérent par rapport à nos messages. Ce qui est hyper intéressant dans notre échange, en fait, c'est que toi, comme moi, on vient d'entreprises où on pratiquait du management. Et donc, du coup, nous ne sommes pas tous les deux des journalistes qui arrivons dans la com interne. Nous venons des entreprises, des com internes, et nous avons fait le choix du podcast. Et donc, du coup, la résonance que tu mets, toi, dans le podcast vis-à-vis du management est très intéressante pour, je pense, nos auditeurs et nos auditrices qui peut-être voient des ponts entre leur contexte et ce qu'on peut apporter avec un podcast. Oui, tu as mis le doigt parce qu'en fait, ce qui convainc le client, c'est que toi-même, tu étais à leur place il y a quelques années. Et ça change tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le podcast. Comme tu le mentionnes, il y a des journalistes qui misent essentiellement sur l'interview. Mais tu as aussi tout ce qui est marketing de contenu, en tout cas du contenu. Et quand on n'a pas vécu dans l'entreprise, pouvoir créer du contenu, ça devient très théorique. Or, il y a toute cette réalité du terrain qu'on peut rater. Tout le monde ne veut pas s'improviser créateur de podcast ou créateur de contenu pour de la com interne. Nous, en tout cas, notre histoire, on va pas dire le contraire, notre histoire nous pousse vers un conseil auprès de celles et ceux qui nous écoutent, qui vont dans le sens, prenez des prestataires qui connaissent le monde d'entreprise. Après, peut-être qu'il y a des belles histoires avec des gens qui ne connaissent rien, qui apportent un regard nouveau, mais je pense que c'est quand même une clé importante de pouvoir parler le même langage. Lorsqu'on rentre dans une entreprise, toi et moi, on comprend assez rapidement les acronymes, les enjeux, la politique interne, les égos aussi, importants. Surtout les égos. Beaucoup d'égos. Oui, il y a beaucoup d'ego, effectivement. Surtout les égos, oui. Oui, effectivement. Et donc voilà, on arrive à... Alors, je suis pas du tout en train d'essayer de vendre nos prestations. Hein. Faites des podcasts par vous-même. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas vraiment le sujet du tout de ce podcast-là. Si vous avez besoin de conseils, etc., évidemment qu'on va pas vous fermer la porte, mais on veut vous donner des clés pour aussi que vous puissiez le faire, parce qu'on a un objectif qui est commun tous les deux, Sandrine, c'est qu'on puisse faire de la pédagogie, qu'on puisse donner les clés. Nous, on aime quand on transmet des choses. Oui, tout à fait. Et donc, il faut pas sous-estimer la phase avant l'enregistrement du podcast, qui est la préparation du contenu et qui est la phase qui surprend le plus les clients. Mais une fois que vous avez compris que vous avez besoin de ce contenu pour pouvoir faire un bon podcast, alors tout fait sens. Et effectivement, pour préparer le contenu, avoir un regard externe d'une personne qui à la fois comprend votre business et à la fois comprend la magie du podcast, mais c'est un avantage, quelle que soit la personne. On va parler dans la dernière partie de ce podcast, de l'après, c'est-à-dire le montage et la diffusion. Vibration, le podcast. Alors le montage, c'est crucial. C'est crucial. On se rend pas compte à quel point, lorsqu'on ne connaît pas cet univers des podcasts, le montage, il est hyper important. Il est important parce que ça permet de supprimer les E, rendre un peu plus dynamique. Et il faut pas non plus faire trop de montage non plus, parce que lorsque on coupe tous les blancs, et alors du coup ça a l'air plus du tout naturel. Oui, alors ça s'apprend. Hein. C'est vraiment soyez indulgent avec vous-même, parce qu'au début c'est catastrophique, parce qu'on coupe trop en fait. C'est exactement ça. Ouais. Et donc ça devient presque un message publicitaire et c'est pas l'objectif du podcast. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Il y a des outils pour ça. Il y a Audacity qui est assez connu et qui est assez facile de prise en main.
Mais il y a d'autres systèmes comme il y a Adobe. Si vous avez un Mac, vous avez GarageBand. Ouais, mais après, enfin, pour le coup, à mon conseil, et je prêche pas forcément pour ma paroisse, mais pour tous les ingénieurs du son qui sont sur nos territoires, confier le montage à des ingénieurs du son, ça s'apprend. Ouais. Combien de personnes m'ont dit, mais t'inquiète, le montage, je vais le faire sur Audacity, machin, etc. Et lorsqu'on ne connaît pas, c'est mauvais. Et en fait, lorsqu'on écoute un podcast, dans les premières secondes, on sait si c'est un podcast d'une bonne facture ou non, parce que les niveaux sont plus ou moins bien réglés, parce que les voix sont plus ou moins bien normées, et donc du coup, on l'entend tout de suite. Donc moi, j'ai envie de vous dire, investissez quand même un peu sur du montage, parce que c'est une vraie expertise forte. Et puis, c'est lié aussi à l'image de l'entreprise. Ouais. Si tu veux une image, ton entreprise est hyper professionnelle, et puis tu vas aller faire un podcast où tu as un son qui est pas de qualité, mais ça déforce complètement ton message aussi, et ça renvoie à une image d'une entreprise qui n'est pas forcément très professionnelle. Après, ça peut être un parti pris aussi. Hein. Il peut avoir aussi un parti pris de se dire, ok, on va faire un podcast en entreprise qui est fait parler les salariés, et c'est un peu du bricolage. Ça peut être un parti pris, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'on fait ce genre de contenu pour que ça soit clairement audible, que ce soit agréable à l'écoute. Et donc le bricolage c'est bien, mais faisons quelque chose de qualité quand même. Hein? Alors oui, c'est ça. Et alors à l'opposé, tu as aussi les entreprises choisissent parfois d'avoir une personne qui fait le podcast et qui reste l'image du podcast en entreprise. Et à ce moment-là, ça paraît très cool. Donc, il y a une sorte de coolitude autour de ce podcast. Ça a l'air très proche. Généralement, c'est la personne de la communication qui le fait. Mais il faut vous dire que tout ça est bien agencé, que derrière, il y a des ingénieurs du son et que ce n'est pas un podcast qui est fait sur un coin de table avec un micro. Même si ça paraît. Ça paraît, oui. Mais ça ne l'est pas. Moi, j'avais fait pour un client, j'ai accompagné un client pendant plus de 5 ans dans la création du podcast. Et au début, je les faisais. Les podcasts, donc il y avait effectivement l'ingénieur du son, et puis à chaque émission j'invitais un consultant à co-animer, on interviewait des personnes, etc. Au bout de 2-3 ans, ils se sont dit mais en fait on veut prendre la main sur le podcast, et donc ce qui s'est passé c'est que ils ont effectivement pris la main d'animation. Moi je me suis effacé complètement, j'étais plutôt en posture de conseil pour à chaque émission les conseiller sur l'angle, on faisait le montage, etc. Et finalement aujourd'hui, je ne les accompagne plus du tout. Ils ont compris, ils font. Il y a des erreurs, c'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle histoire parce que tu évoquais le fait que lorsqu'on est tout seul dans une entreprise, en fait, il y a du monde. En fait, oui, il peut y avoir du monde qui s'intéresse au sujet et qui peut le prendre aussi derrière le sujet. Et je pense d'ailleurs, on va parler de diffusion. Je pense que plus on intègre de collaborateurs dans le projet, plus ça facilite la diffusion parce que du coup, ils deviennent des ambassadeurs du format. Et mécaniquement, ça fonctionne. On a fait un jeu avec le fonds d'investissement, donc on faisait intervenir des gens, sauf qu'on a enregistré tout le monde. Et alors, le jeu, c'était de dire qui va être sur le prochain podcast. Et ça devenait vraiment ludique, à savoir un petit concours en interne, parce qu'ils avaient tous enregistré et ils ne savaient pas l'ordre de diffusion. D'accord. Et donc, c'était des petits paris ou des choses comme ça. Et je trouvais ça très drôle. Faut les inclure. Oui. T'as raison, faut les inclure complètement. En termes de diffusion, je sais pas si toi, tu as observé des bonnes pratiques particulières. Alors, on a 2 choix en termes de diffusion. C'est que quand vous travaillez dans une entreprise, ils ont leur propre département de marketing ou de communication. Et donc, ils intègrent eux-mêmes le podcast dans leur calendrier digital. Il faut quand même les accompagner parce que c'est pas juste dire voilà j'ai un podcast. Il y a des teasers, il y a des extraits, donc c'est un peu comme un film hein. Quelque part. On donne des bandes annonces et là il faut vraiment pouvoir les accompagner, mais sinon ils ont leur propre service de diffusion digitale et ils le prennent en charge. Ouais. Bah effectivement, généralement les clients prennent en charge la diffusion interne. Il y a plusieurs manières de diffuser. Il y a le mail qui permet d'informer la sortie du podcast. Les podcasts peuvent être hébergés sur les intranets lorsque les entreprises en sont pourvues. Et donc là, c'est aussi intéressant de les héberger sur l'intranet lorsque c'est le cas parce que ça permet de créer aussi un réflexe de se connecter à cet intranet. Et moi, ce que j'ai découvert dans une entreprise, ils faisaient des SMS. À leurs collaborateurs à l'occasion de la sortie. Alors, ça peut plaire ou pas en fonction des collaborateurs et des collaboratrices d'avoir un SMS qui arrive en disant ça y est, le podcast sort.
Néanmoins, alors le retour d'expérience que j'ai eu, c'est qu'ils sont 200 dans cette entreprise. Il y a que 4 personnes qui ont dit stop au SMS. Donc, voilà, l'histoire montre que finalement, faut pas que le SMS soit utilisé tout le temps, pour tout. Néanmoins, lorsque c'est utilisé avec parcimonie, qu'il y a un petit message, ça fonctionne et on n'a pas de plainte particulière. T'as déjà essayé, toi, cette technique? Donc, en fait, on a eu ce point-là dans une grosse société de utilities. Donc, ce sont les services gaz, électricité et autres. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont des équipes qui sont déployées vraiment partout. Donc, c'est très compliqué de les toucher et ce sont des équipes qui sont sur le terrain. Et donc, ils vont être bombardés de mails, des newsletters, les vidéos et maintenant, ils commencent à être bombardés de WhatsApp. D'accord. Et donc là, il faut se méfier aussi que ça ne devienne pas une lassitude. Ouais. Par contre, il y a une vraie niche de personnes qui sont offline, par exemple les sociétés de construction, qui ont des chefs de chantier répartis, qui sont sur la route et répartis un peu partout. Eux vont apprécier, par exemple, le format WhatsApp, parce qu'ils vont recevoir le podcast sur leur WhatsApp et pouvoir l'écouter directement. D'accord. Bah oui, pourquoi pas, effectivement, de pouvoir avoir. Et donc, ça dépend. En fait. En un clic, et puis il faut aussi coller les stratégies de diffusion par rapport aux cibles. Mais ça, on va pas expliquer ça aux personnes qui nous écoutent parce elles ont l'habitude. Mais je sais que beaucoup de personnes dans le monde de la communication interne rechignent un petit peu à utiliser les WhatsApp et les SMS. Testez-le sur une petite cible dans un premier temps. Regardez s'il y a des personnes qui font des levées de boucliers par rapport à ça. Regardez les nombres de stops. Parce que lorsqu'on veut se désabonner d'une chaîne SMS, on peut très bien le faire en cliquant stop. Pilotez ça, essayez-le une fois ou deux et puis vous verrez bien. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon moyen pour informer de la sortie d'un contenu comme un podcast. Alors, quand vous le mettez sur l'intranet, il faut qu'il soit facilement trouvable. Ah oui. Et donc, ça veut dire, c'est comme à l'externe aussi, vous avez du texte qui accompagne. C'est comme le SEO, en fait. Donc, et les mots-clés doivent être bien choisis pour que quand l'employé veut retrouver ce podcast ou veut le rechercher, parce qu'au début, forcément, il est en haut, c'est la news, les gens peuvent y accéder, mais avoir vraiment cette facilité d'accès au podcast, et ça, on n'y pense pas toujours non plus. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est encore un bon conseil. J'aimerais qu'on termine cette émission, Sandrine. Je le disais tout à l'heure, toi, tu viens aussi du monde de la radio. Oui. Quelles sont les différences que tu vois entre un format radio? La radio fait beaucoup de podcasts et d'ailleurs, on oppose les podcasts radio à des podcasts qu'on appelle des podcasts natifs qui sont créés pour être des podcasts. Quelles sont pour toi les grandes différences entre ces deux types de podcasts? En fait, je les oppose pas. Je crois que pour pouvoir convaincre et amener des gens au podcast, la radio est un bon moyen. Les rediffusions, les replays radio, on voit que sur le marché, les 3/4 des podcasts qui sont écoutés aujourd'hui sont des replays radio et ça va permettre aux gens d'amener des gens vers le podcast natif. Donc, j'utiliserai la radio. Maintenant, entre la radio et le podcast, c'est complètement différent. Quand vous êtes à la radio, vous avez une ligne éditoriale très stricte que vous ne pouvez pas dépasser. Et donc, le podcast natif donne quelque chose de beaucoup plus libre. C'est vous qui fixez. Tandis que quand vous travaillez à la radio, vous avez la chaîne, la ligne éditoriale de la chaîne de la radio que vous devez respecter. Absolument. Alors que dans le podcast natif, on est complètement libre du temps. Je préconise plutôt à l'entreprise de faire des podcasts plus courts, mais on a une totale liberté en fonction des épisodes de faire ce qu'on veut quelque part. Oui, et puis c'est un peu comme Netflix, tu le disais en début de podcast, c'est que découpez bien vos podcasts par épisode. Ouais. Et les gens vont aller rechercher l'épisode qui les arrange. Et c'est comme ça qu'on arrive à des formats plus courts et que c'est plus agréable finalement. Merci beaucoup Sandrine. Merci David. D'être venue de Belgique jusqu'à nous pour ce podcast Vibration. Je rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, nous aider à porter cette vibration haut et fort, n'hésitez pas à liker cette collection de podcasts. En plus, vous serez averti des prochains épisodes. Donc c'est une bonne manière d'être averti des prochaines sessions. Et puis partagez si vous le pouvez sur les réseaux sociaux cet épisode, parce que je suis certain que plein de personnes de votre réseau sont intéressés par ces sujets de com interne qui sont de plus en plus majeurs et stratégiques dans les entreprises. Et nous, on n'a pas la prétention de donner des réponses à tout, mais en tout cas, on a la prétention de vous faire réfléchir sur cette pratique. Merci Sandrine. Merci beaucoup David. On rentre bien, très belle route à happymood.be
Hein, je le rappelle, .be. Merci beaucoup et à bientôt. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vibration, le podcast qui fait vibrer les communications internes des entreprises. Ciao!